Il est 12h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindie. Le Koweït donne son accord pour mettre en valeur la baie de Cocody. Le chef de l'État a échangé hier sur la question avec le Fonds de développement koweïtien. Alassane Ouattara s'est également entretenu avec son homologue, l'émir du Koweït. Opération d'identification des abonnés de téléphonie mobile. Le ministère en charge de l'économie numérique fait le point et invite les retardataires à se dépêcher. Les migrants présents en Israël ne sont toujours pas fixés sur leur sort. L'Ouganda veut les accueillir à certaines conditions. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur le réseau. Madame, Monsieur, bonjour. Le chef de l'État a reçu hier la plus haute distinction de l'État du Koweït. Le président Alassane Ouattara a été élevé à la dignité de Moubarak el-Kabir à l'issue de son entretien avec son Altesse chère Sabah el-Hamad, l'émir du Koweït. Les deux chefs d'État ont procédé à la signature d'accords de coopération relatifs à la création d'une commission mixte de coopération entre le Koweït et la Côte d'Ivoire. Il s'agit du mémorandum d'entente Côte d'Ivoire-Fonds koweïtien pour le développement économique et d'un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. En visite dans ce pays depuis dimanche, le président Alassane Ouattara et l'émir du Koweït ont également échangé sur des sujets internationaux inscrits à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU où siègent le Koweït et la Côte d'Ivoire. Ajoutons qu'en marge de sa rencontre avec l'émir du Koweït, le président de la République s'est aussi entretenu avec des hommes d'affaires koweïtiens conduits par le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie. Les questions de coopération entre notre pays et le Fonds koweïtien de développement, notamment le projet d'aménagement de la baie de Cocody, étaient au cœur des discussions. Le Koweït compte s'impliquer dans ce projet à travers la mise en valeur de la baie de Cocody dont l'aménagement a été lancé en 2015. Le directeur de cabinet du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste explique le processus d'identification des abonnés aux services de télécommunication. L'opération prend fin le 30 avril prochain et il n'y aura pas de prolongement de la date butoir. André Apété, hier face à la presse, a par ailleurs indiqué que l'ONI a adopté une procédure spéciale pour l'opération en vue de lever les obstacles liés aux pièces biométriques nécessaires à l'identification. On en sait plus avec Kolo Koulibaly. L'objectif est d'atteindre l'identification de 20 millions de puces. Pour l'instant, 2 opérateurs sont à plus de 65% et le troisième à 40% de ces abonnés identifiés. Prévu pour prendre fin en mars dernier, le délai est repoussé au 30 avril. André Apété, directeur de cabinet au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Fin avril, ceux qui ne se seront pas fait identifier auront encore 2 mois pour régulariser leur situation. Mais bien entendu, pendant ces 2 mois, ils pourront recevoir des appels, ils ne pourront pas appeler. C'est une précaution supplémentaire qui est prise pour ne pénaliser personne. L'objectif, c'est de créer un écosystème de confiance, un écosystème au travers lequel les citoyens ivoiriens bénéficieraient des services de télécommunication. L'autre objectif également, c'est de permettre à l'État d'assurer la sécurité de chacun des Ivoiriens sur le territoire national. Aujourd'hui, à travers le monde, toutes les enquêtes de police utilisent les données numériques collectées. Donc, c'est important pour la sécurité de l'État. On ne peut plus jouer avec. Pour les Ivoiriens n'ayant pas de pièces, un récépissé d'identité peut être établi en 48 heures, rassure André Apété. Certains citoyens étrangers aussi, notamment de la CEDEAO, n'ont pas de pièces biométriques. Des dispositions exceptionnelles sont prises en rapport avec l'ONU afin d'établir un document pour l'identification. Kolo Koulibaly sur le point presse du directeur de cabinet du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Une enquête visant à appréhender la vulnérabilité de l'enfant en charge à chaque étape de son développement biologique et psychologique sera bientôt menée. Cette enquête initiée par le ministère en charge de la protection de l'enfant démarre le 28 mai prochain. Les travaux de cette étude vont aider le gouvernement à mieux comprendre les problèmes qui mettent à mal les droits des enfants pour mieux les protéger. Dr Nguesson Barth est le coordonnateur de cette enquête, on l'écoute.
Ces stratégies basées sur les facteurs qu'on aura identifiés, les facteurs de vulnérabilité. C'est-à-dire, si vous identifiez tel problème, on essaie de voir la solution, seront prises en compte dans un plan de politique et la solution sera envisagée. Et un peu plus de 2000 enfants seront interrogés dans le cadre de cette enquête et la durée de l'enquête sera autour de 2 mois et demi. Et cette enquête va couvrir le territoire national, va intéresser tous les ménages. 16 équipes d'enquêteurs composées chacune de 4 agents seront déployés sur le territoire national pour cette opération. L'un des droits fondamentaux de l'enfant, c'est l'éducation. Le responsable de l'école communautaire de Nandi-Bodeux, dans le département des Grands Ponts, veut permettre à ses élèves de mieux s'orienter après leurs études. Les élèves de cette école ont visité récemment le centre de formation à la mécanisation agricole pour ainsi développer l'esprit civique et entrepreneurial chez ces jeunes apprenants. Le compte-rendu de Ange Kwedio. Le CF-MAG, première étape de cette visite, a été l'occasion pour ces jeunes apprenants de découvrir tout le circuit de la transformation du riz. Les enfants ont pu par ailleurs se familiariser avec la technologie de ce centre, outil de développement national. Comment on appelle cette machine-là? Un tracteur. Comment ça s'appelle? Oui, vas-y. Une moissonneuse batteuse. Qui rend vitageuse. J'ai vu les riz, j'ai vu les machines. Olivier Yao, directeur du CF-MAG, ne cache pas sa satisfaction. Ce sont des journées qu'on pourrait, pourquoi pas, institutionnaliser, à l'effet de permettre à ces tout petits de se voir inculquer un certain nombre de valeurs et de connaissances pour qu'une fois devenus majeurs, ils puissent être réellement imprégnés de tous ces aspects de mécanisation agricole qui permettent de lutter contre la pénibilité du travail. À la sous-préfecture, parents d'élèves et élèves ont été instruits sur l'importance de l'acte de naissance et la nécessité pour chaque enfant d'en posséder. Le maître des lieux étant absent, c'est le secrétaire général de préfecture, Benoît Koné, qui leur a expliqué les missions assignées au sous-préfet. Les enfants sont venus découvrir ce que c'est qu'une sous-préfecture. Nous les avons félicités et leur avons signifié que nous plaçons en eux beaucoup d'espoir pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les 80 élèves allant de la maternelle au CE1 ont regagné leur école à l'issue de cette visite fort édifiante. Les jeunes d'Odiené, eux, ont été formés aux techniques de recherche d'emploi et de montage de projets. C'était à la faveur d'un salon dédié à la jeunesse. Ce salon, qui a duré 3 jours, a été organisé par l'agence Emploi Jeune Tenekone. Ce salon, selon le directeur régional de l'agence Emploi Jeunes du Kabadougou, se veut un cadre d'échange, de rencontre entre jeunes demandeurs d'emploi et employeurs. Mieux, l'agence Emploi Jeunes veut offrir à la jeunesse l'opportunité de comprendre les besoins des employeurs afin de mieux s'orienter dans le choix des formations et permettre également aux employeurs de trouver dans cette jeunesse la main-d'œuvre qualifiée pour répondre à leurs besoins. Alain Kwame, directeur régional de l'agence Emploi Jeunes du Kabadougou. En plus de promouvoir le dialogue avec les partenaires de l'insertion professionnelle, le Salon de l'emploi jeune est une plateforme de rencontre et d'échange qui vise à élargir le champ des opportunités de recrutement des jeunes. Les jeunes ont également bénéficié de formations sur les techniques de recherche d'emploi et de montage de projets. Au cours de ces 3 jours, nous avons rencontré une jeunesse déterminée à comprendre le marché de l'emploi et le monde de l'entrepreneuriat. Écoutons. Kila Djeneba Iliane, je suis étudiante au lycée professionnel d'Odjeni. Je ne veux pas être employée dans une entreprise. Je veux monter ma propre société ou bien mon propre business. Est-ce que l'emploi jeune pourra m'aider? Kwame Yapriska, je fais la maçonnerie. Mon objectif aujourd'hui, après le diplôme, comment pouvoir m'intégrer dans une société ou comment créer moi mon propre entreprise. L'organisation de ce salon a coïncidé avec l'ouverture de la direction régionale de l'agence Emploi Jeunes du Kabadougou. Le directeur régional a donc saisi l'occasion pour inviter les jeunes à s'approprier des opportunités que cette agence leur offre. Tenekone, Odiené, pour Radio Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Dengbi, dans le département de Bandoukou, pour parler de la réhabilitation du centre de santé de cette localité. Ce centre a été réhabilité, équipé en matériel biomédical à hauteur de 8 millions de francs CFA par le conseil régional du Gontougo. Un véritable soulagement pour les populations, nous dit Meshak Steve.
Les femmes du village de Dengbi peuvent désormais pousser un ouf de soulagement avec la réhabilitation de leur centre de santé. Yvette, en tout cas vraiment on est content. Très content. Pour maintenant en tout cas c'est propre. Je suis vraiment très heureuse pour ce don. Cette joie exprimée était dans un passé récent un véritable calvaire pour ces femmes qui étaient obligées de parcourir de longues distances pour atteindre un centre de santé. Kosonou Ignace, président du conseil régional du Gontougo. Les femmes, quand elles avaient des difficultés, il fallait partir jusqu'à Sapia, c'est là-bas que se trouvait la première maternité. Bon, c'était compliqué, c'est pas la porte d'à côté. Aujourd'hui, tous les villages environnants pourront se servir à partir de la maternité de Dingui. Actuellement, c'est des sentiments de fierté, de joie, d'intense bonheur que j'ai pour vous-même. Vous voyez le cadre, vous voyez le matériel, 27 millions de nos francs CFA et l'équipement, 8 millions. Recevant les clés de ce nouveau centre, les acteurs de la santé présents promettent d'en faire bon usage. Agents de santé que nous sommes, nous allons faire mains et pieds pour bien tenir ce matériel pour les utiliser dans les bonnes conditions au profit de la population, afin que ces situations de décès maternels et infantiles ne puissent plus dominer dans notre région. Ainsi, avec ce centre de santé entièrement réhabilité et équipé par le conseil régional du Gontougo, les femmes de Dingbi sont invitées à fréquenter la maternité en cas d'accouchement. Meshak Steve, Dingbi pour Radio Côte d'Ivoire. Nambirgueka est un village situé dans la sous-préfecture de Ferkessédougou. Cette localité vient d'être connectée au réseau électrique. La mise sous tension de ce village a fait l'objet d'une cérémonie de reconnaissance au chef de l'État et au président de l'Assemblée nationale. La correspondance de Siekwasi. Nambirgueka est le plus vieux village de la sous-préfecture de Ferkessédougou, région du Tchologo. Sa population est estimée à 1000 habitants. C'est fini. Nambirgueka rompt désormais avec les ténèbres. Sekongo Fernand est le doyen des cadres du village. Il n'a pas tari d'éloges pour le président de la République et son cadet Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, tous deux issus de la région du Tchologo. Nambirgueka amorce une phase importante de son développement socio-économique. Les populations pouvant envisager bon nombre d'activités en vue de l'amélioration de leur qualité de vie. Hommage soit rendu à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Hommage également à son Excellence M. Guillaume Kibafori Soro, président de l'Assemblée nationale. Le maire de la commune de Ferkessédougou a salué l'action du gouvernement et réaffirmé l'engagement du président de la République à mettre fin aux souffrances des populations ivoiriennes. Ouattara, Blidia Alain Yacente. Le gouvernement fait de l'électrification rurale une composante forte de son programme de développement à raison d'un minimum de 500 localités électrifiées chaque année afin d'atteindre l'objectif de l'électrification totale de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2025. Après l'électricité, bientôt le démarrage des travaux du centre de santé de Nambirgueka, la pose de la première pierre de cette infrastructure sanitaire a fermé les portes de la fête de la lumière célébrée avec faste à Nambirgueka. Siekwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Parlons politique à présent avec les jeudis du RHDP. La secrétaire générale du RDR, chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement, était hier face à la presse pour expliquer les motivations et les attentes de cette tribune offerte aux dirigeants membres du RHDP en vue de promouvoir les actions du gouvernement et apporter une réponse adéquate au droit à l'information des populations. Aboussila. Face aux journalistes, Anne Ouloto a expliqué que les jeudis du RHDP est une plateforme d'information et de promotion pour faire en sorte que les actions du gouvernement soient mieux perçues par les Ivoiriens. La secrétaire générale déléguée du RDR, chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement, a soutenu que la mise en œuvre du programme commun de gouvernement de l'Alliance RHDP sur la période 2016-2020 a une grande ambition, celle de construire une nation de paix, au travail, prospère, réconciliée et unie. Ce programme, a-t-elle indiqué, prend appui sur 5 grands piliers, à savoir le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation de l'économie ivoirienne par une plus grande industrialisation. Le 3e pilier est relatif à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, quand le 4e est consacré à la promotion de la jeunesse et de la femme. Le 5e pilier est celui de l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Les jeudis du RHDP viennent donc soutenir ce programme avec son credo, expliquer, écouter, convaincre. Anne Ouloto. Travailler à un programme si ambitieux suppose
que nous nous donnions les moyens de faire en sorte que ce programme-là soit connu des Ivoiriens et que nos militants s'approprient également les initiatives du gouvernement. Quand je parle de nos militants, je parle des militants du RHDP. Parce que c'est ensemble que nous devons expliquer, c'est ensemble que nous devons également être à l'écoute de nos concitoyens parce que nous sommes à la tâche pour eux. Et c'est ensemble que par nos initiatives, nous parviendrons à les convaincre que notre voie est la bonne. Il était donc important pour Anne Ouloto de rencontrer les journalistes afin qu'ils puissent bien comprendre son approche afin d'être mieux imprégnés de l'initiative. La régionale. La régionale nous conduit à Logwele, dans la région du Tonkwi, où s'est déroulée l'édition 2018 du Guébia National. C'est une course au masque Jaravek aussi. Si le football, le basketball ou le rugby sont les disciplines sportives reines sous d'autres cieux, spécifiquement chez le peuple de Côte d'Ivoire, c'est la course des masques. Ce sport exclusivement pratiqué chez ce peuple draine un monde fou. Enfants, jeunes, adultes, personnes du troisième âge, tous sexes et classes confondus, ne ménagent aucun effort pour assister à cette compétition dont les règles du jeu nous sont définies. Un village envoie un mas et l'autre village envoie un coureur et ils font une course. Si l'équipe du mas a raté le coureur a 1 point. Si le mas l'attrape, le mas a 1 point. Vice versa. C'est la ville de Logwale qui a abrité récemment l'édition 2018 du Guébia National. Au départ, 8 villages, ce sont les villages de Gonguiné 1 et Yapleu 1 qui sont arrivés en finale. Une finale âprement disputée, remportée par le village de Yapleu 1 par un score de 3-1. Les spectateurs n'ont pas boudé leur plaisir. Sanga Raoul, président de la jeunesse, de la sous-préfecture de Yapleu. La course de masse, c'est notre culture. Chez nous, les Yakouba, ça existe depuis fort longtemps, au temps de nos aïeux. Donc si aujourd'hui quelqu'un a pris l'initiative pour dire « Ah, ce que nos parents faisaient avant, j'aimerais qu'on le fasse encore dans notre région », ça me réjouit le cœur. C'est Moko Pascal, je suis très heureux. Toute la jeunesse de la région se retrouve. Pour nous, c'est le fair play qu'on cherche. C'est pas de faire rentrer de l'argent, non. Mais pour que les fils de ce pays se retrouvent, aller vraiment à la paix. C'est le sport qui envoie la paix. Et vous voyez, ce monde, chacun a son parti. Mais aujourd'hui, on est tous rassemblés sur la même table. Le promoteur du Guébia National, par ailleurs bien connu du milieu des sports mécaniques, notamment le rallye, donne les raisons de cette organisation. Oulaï Timoko Francis. Cette culture a tendance à disparaître et les jeunes aujourd'hui n'appliquent pas la conformité de nos us et coutumes. Et c'est pourquoi ce sport aujourd'hui est beaucoup prisé à travers tout le pays, toute la Côte d'Ivoire, même la diaspora, tous ceux qui sont à l'étranger viennent, ils ont besoin des films. C'est pourquoi nous avons tenu de pérenniser ce sport-là à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les responsables à charge du sport et de la culture de la région du Tonkwi se sont réjouis de l'organisation d'un tel événement. Zaïbo Dachetoussin, DIR d'Esprit de la ville du Tonkwi. J'avoue que c'est une activité que nous devons promouvoir parce que c'est une activité spécifique à la Côte d'Ivoire. Je nourris le vœu, le désir de voir cette activité-là être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO à l'instar de la danse Zaouli. Vous voyez, la population est vraiment sortie massivement. C'est-à-dire que c'est une activité qui est appréciée de tous. Et nous, en tant que responsable premier du sport, notre désir, c'est d'accompagner cette population qui a déjà l'habitude de courir. Et si vraiment nous organisons bien cette activité, l'Ouest sera le vivier de tous nos champions en athlétisme. Mathias Gorebi, DIR de la culture et de la francophonie du Tonkwi. Disons que c'est un sport traditionnel. Et tout ce qui fait référence à la tradition fait aussi partie de la culture. Et je voudrais préciser que cette course-là a été l'objet d'un inventaire du patrimoine culturel. Donc nous avons transmis le dossier à Abidjan. Je pense que bientôt, les bonnes nouvelles vont arriver pour être classé comme le patrimoine culturel immatériel national. C'est une spécificité dans la zone d'An. C'est quelque chose qui tient à cœur aux parents. C'est quelque chose qui tient à cœur à la région. Je pense qu'il faut la protéger pour les générations futures. Outre l'aspect culturel de la course des masques qui est un atout touristique, cette discipline qui allie rapidité et dextérité pourrait être un creuset pour la détection des talents dans le domaine de l'athlétisme. Gervais Kwasi, à la semaine prochaine pour un autre numéro de la régionale consacré au district des montagnes. L'Ouganda souhaite accueillir des migrants expulsés d'Israël, mais impose des conditions. L'accord entre l'État hébreu et l'Ouganda sur l'accueil de près de 500 migrants a échoué. Ces personnes présentes encore sur le sol israélien ne sont toujours pas fixées sur leur sort. Ces migrants qui ont été libérés dimanche dernier sur ordre de la Cour suprême israélienne attendent toujours d'être transférés dans un pays tierce. Au Burundi, des abus généralisés ont été commis contre les citoyens au cours des 3 dernières années depuis l'annonce par le président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat controversé.
C'est Human Rights Watch qui accuse le gouvernement. Pour cette ONG, les autorités locales, la police et les Imbonerakure ont recours à des tactiques d'intimidation et à la répression depuis l'annonce du référendum pour ainsi s'assurer que les résultats du vote soient favorables au président burundais. Les Imbonerakure sont les jeunes du parti au pouvoir que l'ONU qualifie de milice. Ils sont accusés par la CPI d'être responsables de graves violations des droits de l'homme depuis avril 2015. Le dossier du jour. Le dossier fait un gros plan sur un centre de réinsertion des jeunes filles prostituées. Ce centre a été créé par l'ONG Action de Solidarité Internationale dans le but de freiner ce phénomène qui prend de l'ampleur à Abidjan. Le dossier de Régis Kofi. Eunice a 18 ans. Les problèmes familiaux ne lui ont pas permis de poursuivre ses études. Livrée à elle-même, la jeune fille décide de subvenir à ses besoins en offrant le plaisir sexuel en échange de quelques billets de banque. Moi, je dirais le business. On m'appelle, il voyage, quand il y a des plans, on me fait ci, mauvais. Mariette et Liliane, se trouvant dans des situations similaires, ont pris la même décision. Bon, en fait, c'était pour subvenir à mes petits besoins parce que j'avais besoin aussi d'argent pour pouvoir payer mes petits vêtements, acheter aussi de la nourriture, donc j'étais obligée de... C'est busy. Quand un gars vient me draguer, je lui dis, j'ai des problèmes. Si tu veux m'aider, il dit, d'accord, si tu peux faire mon affaire, là, je peux t'aider. En fonction de ça, je vivais. Ce sont ces personnes vulnérables qui sont ciblées par l'ONG ASI, Action de Solidarité Internationale. Situé à la Riviera Toban, le centre ASI reçoit des jeunes filles dites de rue, c'est-à-dire les prostituées, celles qu'on appelle dans le jargon les coquelies. Ces filles échangent les services sexuels contre de l'argent. Carole Bech est la présidente de l'ONG ASI. Chaque jeune fille qui rentre ici est susceptible d'être suivie pendant 3 ans jusqu'à sa complète réinsertion. Elles font en fait une phase d'accueil pendant 3 mois ici, où on les observe, où on leur donne des conseils. Et puis quand on sent qu'elles sont un peu stabilisées, on établit un projet de vie avec elles, qui est en fait un projet de formation professionnelle, qui dure en principe 2 ans. Après, on les suit jusqu'à ce qu'elles aient du travail. C'est une maison d'accueil avec toutes les commodités et un programme bien rempli. Elles peuvent se doucher, laver leurs vêtements, manger, dormir et même apprendre puisqu'elles reçoivent des cours d'alphabétisation. Au vu de leur situation délicate, ces filles qui ont entre 14 et 18 ans sont entretenues par Cécilia Laredo, la psychologue. Je leur dis que je suis là si elles ont besoin de parler d'un problème ou d'un autre, si elles ont besoin d'un conseil ou quoi que ce soit. Et alors je propose aussi des ateliers de groupe, donc des débats en général avec les bénéficiaires sur des thèmes comme les émotions, les sentiments, les ressentis, les conflits, etc. L'ONG ASI n'est pas seule dans ce combat pour l'épanouissement de la jeune fille vulnérable. L'organisation travaille en parfaite collaboration avec plusieurs partenaires, au nombre desquels le complexe socio-éducatif d'Abobo. Kobe Djidji Sylvain en est le directeur. Il a été question d'identifier les filles victimes d'exploitation sexuelle que nous avons référées au centre ASI pour leur prise en charge. En toute objectivité, ce centre est bienvenu parce que souvent nous sommes confrontés à ce type de jeunes filles qui sont obligées de racouler. Quand on les approche, qu'on veut les faire sortir de ce milieu, on n'a pas d'alternative. L'initiative de l'ONG ASI est une première en Côte d'Ivoire, mais pas en Afrique. Une œuvre similaire existe au Congo-Brazzaville. Gros plan sur le centre de réinsertion des jeunes filles prostituées créé par l'ONG Action de Solidarité Internationale. C'était le dossier de Régis Kofi. Ce journal est terminé. Le rappel des titres. Le Koweït donne son accord pour mettre en valeur la baie de Cocody. Le chef de l'État a échangé hier sur la question avec le Fonds de développement koweïtien. Alassane Ouattara s'est également entretenu avec son homologue l'émir de Koweït. Opération d'identification des abonnés de téléphonie mobile. Le ministère en charge de l'économie numérique fait le point et invite les retardataires à se dépêcher. Les migrants présents en Israël ne sont toujours pas fixés sur leur sort. L'Ouganda veut les accueillir à certaines conditions.